Allô, vous avez envoyé le devis au client? Je peux pas, patron, je suis pas au bureau. Ça, c'était hier. Quand on voulait travailler, il fallait être au travail. Mais hier, c'était hier. Aujourd'hui, SFR invente le pack Business Entrepreneur, la nouvelle solution tout en un télécom et cloud pour les TPE. Plus besoin d'être au bureau pour travailler. Accès en mobilité à tous vos documents grâce au cloud. Deuxième carte SIM pour votre tablette. Passez au business supérieur avec le pack Business Entrepreneur. Découvrez tous ses avantages au 1001. Appel gratuit depuis un poste fixe en France métropolitaine. SFR. Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Aujourd'hui, Franck Ferrand nous plonge au cœur de l'histoire du Troisième Reich. Bonjour Franck. Bonjour Céline, bonjour à tous. Ces jours-ci, les éditions de La Martinière font paraître une histoire mondiale de la propagande, signée Fabrice d'Almeida. J'ai donc invité l'animateur de la Case du siècle sur France 5 à nous rejoindre, avec l'idée de mettre l'accent sur l'organisateur de la propagande hitlérienne, Joseph Goebbels. C'est la première fois que nous parlons en détail de Goebbels dans cette émission. Au bout de près de 2000 émissions, on n'avait jamais eu l'occasion de lui consacrer une émission. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est passionnant, vous allez voir. Et tout à l'heure, vous répondrez également à une question que Stéphanie vous a posée via le site internet d'Europe 1. Oui, Stéphanie voudrait savoir pourquoi on ne dit plus en France 70 ou 80 ou 90, contrairement à ce qui se pratique en Belgique, par exemple. La réponse à la fin de l'émission. Eh bien, exactement. Et pour le moment, place à la grande histoire avec ses zones d'ombre et ses taches indélébiles. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Comment celui qui, en 1924, est considéré comme un auteur raté, est-il devenu, en 1945, le chancelier du Troisième Reich? On peut dire que l'histoire de Goebbels est une des plus intéressantes de cette période. C'est l'histoire d'une prodigieuse ascension et c'est aussi, en creux, toute l'histoire d'un régime, évidemment. Goebbels est assez bien connu des historiens, ne serait-ce que par le journal qu'il tient depuis l'âge de 12 ans. Alors, ce journal a fait l'objet de très nombreuses polémiques. Ça a été une affaire qui a secoué littéralement l'historiographie des années 1970 et 80. Mais grâce à ce journal, même s'il faut le prendre avec certaines réserves, grâce à ce journal, on sait à peu près tout de ce personnage. Alors, il était né le 29 octobre 1897 à Reit, qui est une petite ville industrielle de la Rhénanie. On est tout à fait dans l'ouest de l'Allemagne, dans cette région extrêmement active, extrêmement industrielle et industrieuse. Goebbels naît dans un milieu modeste, et vous savez, il fait partie de c'est pas tout à fait le prolétariat, ce serait exagéré de dire ça, mais il fait partie de ces petites gens qui constituent le tissu industrieux de cette Allemagne de l'époque. Une enfance assez difficile, puisqu'à l'âge de 4 ans, il révèle une infirmité importante. Il a la jambe droite qui est plus courte que l'autre, alors on va l'équiper, on va lui mettre une chaussure orthopédique, vous savez, mais évidemment, on connaît ce qui se passe dans ces cas-là. À l'école, il ne va pas pouvoir jouer avec ses copains de classe, c'est un enfant qui est un peu montré du doigt. Alors je suis pas en train de vous dire que lorsqu'on a à surmonter un grand handicap, un grand problème dans l'existence, on est forcément appelé à devenir quelqu'un de problématique, loin de là. Mais en l'occurrence, c'est vrai que ça a joué sans doute un rôle sur son destin. Dans son journal, il explique que son pied le préoccupe particulièrement quand il est en société. Évidemment, ça devient quasiment pour lui à ce moment-là une obsession. Et évidemment, il va faire ce qu'on fait parfois dans ce cas-là, c'est-à-dire qu'il va compenser, comme on dit. Et il devient très vite le premier de sa classe. C'est vraiment un premier de la classe un peu caricatural, vous savez, celui qui joue pas avec les copains de classe, qui est un peu rejeté par les camarades et qui s'enferme dans la lecture. Dans le secondaire, au gymnasium, comme on dit, c'est-à-dire au lycée de Reit, il va essayer non seulement là de faire bonne figure, mais il va essayer surtout de faire honneur aux efforts que font ses parents. Ses parents se sacrifient littéralement pour qu'il puisse poursuivre sa scolarité de brillant élève, donc peut aimer des camarades, mais peut aimer aussi de ses professeurs. Vous savez, c'est un peu le rapporteur, c'est celui qui est trop bon élève, qui dénonce les
autres. Déjà, c'est pas une caricature, c'est la vérité. D'ailleurs, on l'a surnommé Oulex par référence à Ulysse, ce personnage de la mythologie et de l'histoire antique grecque, de la mythologie, qui est le symbole de la servilité, de la ruse notamment. C'est vrai que la ruse est un trait de caractère très répandu chez Goebbels. Alors arrive 1914, la Première Guerre mondiale. Il a 17 ans, Goebbels, à ce moment-là. Il ne faut pas oublier le grand mouvement patriotique qui se développe en Allemagne. Évidemment, il voudrait, lui, s'engager. Seulement, le médecin qui l'examine le déclare inapte. Alors néanmoins, il va réussir à se faire engager dans les bureaux de l'armée. Il poursuit par ailleurs ses études, mais sur le tard, vers la fin de la guerre. Il poursuit par ailleurs ses études. Il réussit son baccalauréat, le Abitur, comme on dit en Allemagne, en 1917, ce qui lui permet de s'inscrire à l'université de Bonn le 20 avril 1917, et il s'inscrit en philosophie classique. Alors pour suivre ses études, il fait appel à la section diocésaine de l'association Albertus Magnus de Cologne. Ça, c'est une association catholique qui aide justement les étudiants catholiques. Oui, Goebbels est catholique, ça fait partie de sa formation, c'est pas négligeable. Il a même à une époque pensé devenir prêtre, pour tout vous dire. En vérité, vous savez à quel point plus tard il va devenir athée. Mais en tout cas, cette association catholique lui permet d'obtenir un prêt de 180 marks qui va bien l'aider dans ses études. Il devient docteur en 1922. Pas oublier qu'on est en Allemagne, dans cette Allemagne de l'immédiate après-guerre. Vous savez à quel point les titres sont importants, et ça devient donc le Dr Goebbels. De 22 à 24, on peut dire qu'il se prend pour un auteur. Alors on pourrait faire un livre entier de toutes les vocations rentrées de grands hommes politiques, vocations littéraires, mais enfin dans son cas, ça a joué là encore un rôle important. Il écrit pas mal de pièces de théâtre, La Semence, Le Convive de Pierre, Le Voyageur, etc. Il écrit en tout cas des recueils de poésie, ainsi qu'un roman, Michael Forman, Le Journal d'une destinée. Il y a évidemment quelque chose probablement d'assez nietzschéen dans cette littérature-là, sauf que évidemment il fait partie de ces auteurs ratés et frustrés dont aucun éditeur ne veut, et évidemment ça ne le nourrit pas. Donc il va travailler en attendant dans une banque. Bon, ça dure pas très longtemps, ça dure 9 mois, et alors là a lieu le premier épisode de sa véritable carrière politique. Il entre dans la politique à l'été 1922. Alors, si on le croit, il aurait été expulsé de la Ruhr. Vous savez que c'est le moment de l'occupation française de la Ruhr, avec cette résistance allemande qui se manifeste. Il aurait donc été expulsé et il se retrouve à Munich. Il va assister à ce moment-là à une réunion du NSDAP, donc du Parti national-socialiste. Et dans son journal, Goebbels raconte comment Hitler, à cette réunion, aurait pris la parole. Voilà ce qu'il dit. Il commença à parler avec hésitation et timidement d'abord, comme s'il cherchait les mots parfaitement appropriés pour exprimer des pensées dont la grandeur ne pouvait s'adapter aux limites étroites du langage ordinaire. Puis, soudain, le discours conquit l'auditoire. J'étais saisi, j'écoutais. Et il va prendre, ça c'est une certitude, sa carte au parti à ce moment-là. Il aura la carte numéro 8762. Ça, c'est la version racontée par Goebbels, parce que si l'on en croit un certain nombre de ses biographes, et notamment Heinrich Frenkel, en vérité, il n'aurait pas été expulsé du tout, pour la bonne raison, c'est qu'il n'aurait même pas fait partie du mouvement de résistance à l'occupation de la Ruhr. Ce qui est certain, c'est qu'il se fait remarquer comme débatteur en 1924. Il a pris part, en tant que contradicteur, faut-il le préciser, à Reit chez lui. Il a pris part à une réunion du Parti communiste pour porter la contradiction. Il s'est fait remarquer. Alors il va assister dans la foulée en août 24, il assiste au congrès du NSDAP à Weimar. On est à l'époque où se crée une coalition. Il y a le mouvement national socialiste pour la liberté avec à sa tête Gregor Strasser, qui est un pharmacien de Landshut. Il y a aussi le général en chef des armées allemandes durant la Grande Guerre, Erich Ludendorff, qui est dans ce mouvement. Et Goebbels fait partie, dans ce mouvement de l'Ouest, si l'on peut dire, fait partie des agitateurs. Il est employé accessoirement comme rédacteur dans la revue hebdomadaire nationale-socialiste qui s'appelle la Völkische Freiheit. Et il va d'ailleurs donner... Peu à peu, il va contribuer à donner une certaine ampleur à cet organe régional. Il en est vite promu rédacteur en chef.
Ça, pour lui, c'est une première reconnaissance. De nouveau, ça va être une expérience de courte durée, puisque le dernier numéro paraît le 17 janvier 1925. Le 27 février de la même année, Hitler entreprend de réformer le parti. Il crée la division, le Gao de Rhénanie du Nord. Goebbels figure au sein du comité directeur. Il y a une dizaine de personnes qui sont là. Il est totalement proche de Gregor Strasser à ce moment-là, dont l'influence ne cesse de s'étendre et qui s'oppose à Hitler. Ce qui veut dire que Goebbels, qui est un peu, si vous voulez, un des dauphins de Strasser, qui d'ailleurs le nomme rédacteur en chef des lettres nationales socialistes, là on est en octobre 25, Goebbels se fait d'abord remarquer comme un opposant au sein même du parti, comme un opposant à Hitler. Vous allez voir que le retournement ne va pas tarder et qu'il sera total. Près de Les Damnés, un film de 1969 réalisé par Luchino Visconti. Europe 1, 14h, 15h. Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et vous nous parlez cet après-midi de la destinée de Joseph Goebbels. Oui, alors vous avez bien compris qu'au départ, Goebbels est proche de Strasser, qui lui-même est, si l'on peut dire, en quelque sorte, pas un opposant, ce serait excessif, mais un concurrent de Hitler au sein de ce parti nazi qui est en train de prendre de l'importance. Goebbels est très actif, il est très demandé parce qu'il a un débit et une sorte il est dans une sorte de transe quand il parle en public, vous savez, et donc c'est très communicatif et on a besoin dans un parti de personnalités comme celle-là. Entre le 1er octobre 24 et le 1er octobre 25, j'ai parlé 189 fois, écrit-il dans son journal, il y a de quoi vous tuer. Et il écrit 23 octobre 1925, parfois je crois notre lutte sans espoir, vous voyez qu'il y a du flottement évidemment, et 30 janvier 1926, je suis écœuré de notre organisation, et d'ailleurs il faut dire que une semaine avant cette déclaration, avant cette phrase dans son journal, le 24 janvier 26, Goebbels avait tout de même exprimé le souhait d'exclure du parti Adolf Hitler. Donc c'est pas au départ, il n'est pas proche du tout d'Hitler. Simplement, notamment, vous savez, il y a eu cette grande conférence de Bamberg, réunion pour justement essayer de régler la question de l'opposition d'un certain nombre de caciques, enfin pas de caciques, mais de personnalités du parti. Et là, Goebbels a été impressionné par les moyens que mettent en œuvre les chefs du parti du Sud, et c'est un homme très ambitieux, vous l'avez compris, il a été, on pourrait presque dire, il a été mis sur des rails dès son enfance, et il va très vite se tourner vers Hitler. Dans son journal, voilà ce qu'il écrit encore, on est là au printemps 1926, Hitler a fait un discours de 2 heures, je suis complètement épuisé. Qui est Hitler? Un réactionnaire, il est bizarre et inconstant, le programme de Hitler est satisfaisant pour la clique de Munich, Feder sourit, Ley sourit, Streicher sourit, Esser sourit, et citant le Faust de Goethe, il dit « Cela fait mal de te voir dans cette compagnie ». Vous voyez quand même l'ambiguïté du personnage, sauf qu'Hitler l'a repéré évidemment, il a vu que c'était un bon élément, et il va le convoquer, enfin l'inviter, très poliment, à Berchtesgaden, où il le soumet à un véritable lavage de cerveau. Vous savez, être invité pendant un week-end entier, enfin en l'occurrence d'ailleurs c'était en semaine par Hitler à Berchtesgaden, c'était subir une véritable expérience psychologique, et au retour, on peut dire que ça y est, Goebbels est en grande partie convaincu. D'ailleurs, il a fait le fameux serment, vous savez. Il a abjuré ses derniers scrupules et s'est voué corps et âme à Hitler. Alors, à partir de ce moment-là, il va connaître au sein des instances du parti nazi une promotion absolument incroyable. C'est le début de sa grande ascension. Le 7 novembre 1926, il est le Gauleiter, il dirige le Gao de Berlin. Donc là, on est déjà fin 26, ça n'a pas tardé, vous voyez. Il a d'ailleurs au passage rompu avec sa fiancée, qui était demi-juive, n'est-ce pas? Il n'était pas question pour lui de compromettre sa carrière avec cette histoire d'amour. Alors, il a plusieurs missions qui lui sont confiées et dont il va s'acquitter assez brillamment. D'abord, remettre en bon terme les chefs des SA et la direction du parti. Ça, c'est pas une mince affaire. Je me permets de vous rappeler qu'on est au tournant de l'année 26-27. Et puis, deuxième mission, celle qu'il va mener avec le plus de brio, c'est de faire parler de ce parti. Et vous savez que l'esprit très vif et assez caustique de Goebbels, et puis bien entendu cette capacité qu'il a à mentir effrontément, à user de la violence à l'appui même de ses stratégies, tout ça va évidemment beaucoup influencer le parti nazi. Le 11 février 1927,
il organise une réunion très importante dans une salle qui d'habitude était utilisée par les communistes. Alors ça fait évidemment, les communistes se mobilisent, ça permet quelques échauffourées. Je dis ça permet parce qu'évidemment c'était tout à fait prémédité, c'était dans l'intention de Goebbels qui va utiliser ces rixes, qui va utiliser les violences pour sa propagande. Je crois que le terme peut maintenant être employé. Il a un véritable don pour l'utilisation des faits, leur distorsion, leur mise en scène en quelque sorte. Il va recommencer d'ailleurs le 20 mars 1927. 700 SA ce jour-là s'attaquent à 23 communistes. Alors quand même le préfet de Berlin interdit le NSDAP, le parti nazi à ce moment-là, mais c'est une interdiction qui sera levée assez vite pour les élections au Reichstag de mai 1928. Goebbels à ce moment-là fait partie des 12 élus du NSDAP. En fait, ces 12 élus, ils vont bientôt faire florès et l'on sait ce qu'il en adviendra. On sait que très bientôt, avec plus de 6 400 000 voix, dès les élections de 1930, la représentation des nazis au Reichstag passera de 12 à 107 députés. Le parti nazi passant de la 9e et dernière place d'ailleurs au 2e rang des partis allemands. C'est à ce moment-là que Goebbels devient l'homme indispensable pour Hitler et c'est aussi à ce moment-là qu'il va rencontrer son épouse, celle qui est devenue la célèbre Magda Goebbels. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe. De la symphonie alpestre. Vous nous parlez, Franck Ferrand, aujourd'hui de la vie de Joseph Goebbels et de son ascension politique. Et oui, et je vous parlais de celle qui va devenir son épouse, Magda Quandt, qui, je disais, la célèbre Magda, et Fabrice d'Almeida, qui était en train de s'installer dans ce studio, ajoute la belle. C'est vrai qu'elle était une très belle jeune femme, blonde, qui avait assisté à un meeting du parti nazi au Palais des Sports de Berlin. Goebbels a pris la parole et pendant ce discours, où une fois de plus il s'est enflammé, bien entendu, il a réussi à la séduire complètement. Alors pourtant, il faut voir ce que c'est que Goebbels. Le bonhomme est maigre, il est mal habillé, il avait en l'occurrence ce soir-là les cheveux mal coiffés. On peut pas dire qu'il soit séduisant, mais il l'a probablement fasciné. Elle va bientôt lui dévoiler sa flamme. Inutile de vous dire que Goebbels est complètement sidéré qu'une aussi belle femme puisse comme ça tomber amoureuse de lui. Ils vont se marier très vite le 19 décembre 1930 dans la propriété familiale de Magda, parce qu'alors en plus elle est riche. Enfin, elle a tous les avantages cette Magda. Et d'ailleurs leur adresse, la nouvelle adresse au 2 de la Reichskanzlerplatz, va devenir une adresse très importante pour les tractations qui vont avoir lieu et très souvent Hitler utilisera cet endroit pour recevoir un certain nombre de chefs politiques de divers partis. Alors, je vais vous faire grâce des hauts et des bas électoraux du parti nazi dans ce début des années 1930. Il suffit de vous rappeler que ce parti accède au pouvoir avec Hitler en janvier 1933. Dans la foulée, il y a les fameuses élections de mars 1933 et aussitôt après la victoire, le 11 mars 1933, Goebbels est nommé ministre de l'information et de la propagande. Ça va lui donner, alors là, cette fois, il a totalement les mains libres pour exercer ce qu'il sait le mieux faire, c'est-à-dire ce magistère sur une propagande ultra développée. Goebbels avait déjà commencé pendant les fameuses campagnes, d'abord en utilisant des moyens extrêmement modernes. Rappelez-vous le lâcher de tracts à partir d'avions au-dessus de l'Allemagne, les disques que l'on grave spécialement pour ceux qui sont propriétaires de phonographes ou des tout premiers, de ce qui est l'ancêtre, on va dire, de l'électrophone, pour entendre les discours de Hitler. Et puis par ailleurs, cette capacité incroyable qu'a Goebbels à trouver des slogans et à multiplier la désinformation. Ça, c'est assez intéressant. On va y venir évidemment avec Fabrice d'Almeida dans un instant. C'est la méthode de Goebbels qui consiste à sortir carrément de la réalité et à créer une histoire parallèle, si je puis dire, qui n'est plus, qui est quasiment sans lien avec les événements eux-mêmes et qui va construire une légende au présent
et non pas au passé, une légende dans laquelle il s'agit d'inscrire un peuple tout entier. Alors avec évidemment les moyens qui vont avec. Vous imaginez qu'à partir du moment où il est ministre de l'information et de la propagande, Goebbels va avoir une totale emprise sur la radio, sur la presse, n'en parlons pas, 2300 journaux mis au pas, dont beaucoup vont fermer d'ailleurs tout simplement, et sur le cinéma qui va jouer un rôle essentiel, sur le théâtre, enfin etc. On fait un tri très sélectif parmi les artistes et parmi ceux qui vont désormais avoir voix au chapitre, et puis l'utilisation de méthodes qui sont empruntées aussi bien aux États-Unis qu'en Angleterre. Je pense par exemple aux fameux messages spéciaux, vous savez, on entend à la radio, attention, vous allez entendre une information spéciale à la radio, et on est dans les tout débuts de ce média radiophonique qui s'est répandu partout à travers l'Allemagne, à travers l'Europe d'ailleurs. Évidemment, ça a un impact considérable. Alors, Goebbels devient dès lors l'un des hommes les plus importants du régime. On peut dire qu'une part non négligeable de la politique culturelle, avec de grands guillemets, de l'Allemagne nazie, lui est due, et notamment les fameux autodafés, vous savez, de tous ces ouvrages que l'on brûle en place publique. Il va organiser une sorte de grand-messe qui est à la fois terrifiante pour les opposants et très exaltante, en tout cas elle se veut très exaltante pour les populations. L'homme qui est derrière tout ça, c'est Goebbels. Ça l'emmènera très loin pendant la guerre, on va voir ça, avec un certain nombre, alors là, de campagnes de désinformation phénoménales. Et puis, on sait qu'il finira même lui-même chancelier du Reich sur la toute fin de la guerre. Dans quelles circonstances, comment, c'est ce que nous allons voir dans un instant avec Fabrice d'Almeida. Bonjour Fabrice, merci d'être avec nous. Bonjour Franck Ferrand. À chaque fois qu'on parle de la Seconde Guerre mondiale, quasiment vous êtes là, si je puis dire. Alors, je vais finir par prendre un abonnement, mais oui. C'est un abonnement très agréable. Vous avez publié donc aux éditions de La Martinière cette histoire mondiale de la propagande de 1900 à nos jours. Alors, vous allez très loin puisque vous parlez y compris de la publicité commerciale actuelle, etc. et d'Internet et tout ça. On va y venir tout à l'heure. On parlera de toutes les propagandes, de tous les bords, si je puis dire, et dans tous les pays. Mais avant ça, évidemment, il faut que nous parlions de Goebbels et de l'Allemagne. On va revenir sur cette carrière incroyable et surtout, dans un instant en votre compagnie, on va revenir sur les méthodes de Joseph Goebbels. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Et nous sommes au cœur de l'histoire cet après-midi de Joseph Goebbels et de la propagande du Troisième Reich. Avec vous, Franck Ferrand, et votre invité, Fabrice d'Almeida, professeur à l'université Panthéon-Assas au sein de l'Institut français de presse. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages sur le nazisme, les médias et la propagande, auteur notamment d'une histoire mondiale de la propagande de 1900 à nos jours, édition de La Martinière. Alors, Fabrice d'Almeida, j'ai présenté dans ce rapide survol d'une carrière qui est une ascension fulgurante, j'ai présenté Goebbels comme, en quelque sorte, le grand homme de la culture, de la propagande, de l'information du Troisième Reich. Vous êtes beaucoup plus mesuré sur le personnage, il faut le dire. Je suis mesuré sur le début, en fait, parce que il est effectivement, et c'est axial dans l'histoire de la propagande, il est le premier ministre au monde à avoir le titre de ministre de la propagande et de l'éducation populaire. Auparavant, il y avait eu un petit secrétariat d'État, une petite direction de service qui avait été mise en place par les soviétiques dès 17, mais lui, c'est un plein ministère. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire une administration de la censure. Et puis, très importante administration, il faut imaginer. Entre 4 et 5 000 personnes juste pour la censure. Et puis de l'autre côté, il va petit à petit mettre en place des activistes de propagande qui vont être régionaux, puis locaux, puis il va obtenir de les avoir carrément dans l'armée, avec 4 compagnies de propagande, les Propaganda Compagnen, 15 000 personnes, en comptant le personnel technique, c'est-à-dire aussi bien le caméraman que ceux qui font les décors, que ceux qui font la prise de son, que ceux qui font le montage. Donc il est à la tête d'une administration cruciale, c'est-à-dire l'administration de la parole du Troisième Reich. Mais, et j'insiste, ce n'est pas lui qui a tout inventé. Parce que dans la propagande du nazisme, Hitler est un personnage phénoménal. Mais oui, il ne faudrait pas oublier le principal. Il est obsédé par ça, par la propagande, Hitler. Il a 2 chapitres consacrés à ce sujet dans Mein Kampf. L'idée que c'est là-dessus que l'Allemagne a perdu la Première Guerre mondiale. Il le dit. Les Alliés ont gagné, enfin les pays de l'entente, c'est comme ça qu'on disait à l'époque, donc les Français, les Anglais, les Américains, ont gagné parce qu'ils avaient une meilleure propagande. Et puis le deuxième homme qu'on oublie, c'est Himmler. Himmler, de 1926 à 1930, est en charge de la propagande du parti nazi et c'est lui qui la systématise, qui l'organise. Et notamment sur un aspect que vous avez mentionné à propos de Goebbels, c'est lui qui organise les meetings. Or, les meetings, c'est le nerf de la guerre. À l'époque, les entrées sont très souvent payantes. On paye
pour entendre Hitler. Et quand Hitler remplit des salles de 5000 personnes, comme le Cirque Krone à Munich, eh bien, il remplit en même temps les caisses du parti et il permet de faire campagne. Et il remplit l'esprit de ceux qui viennent assister au fameux meeting et qui repartent complètement endoctrinés, avec une efficacité quasiment sans exemple dans l'histoire. Et alors, je ne sais pas si c'est sans exemple, parce qu'il y a d'autres personnages comme ça qui ont eu des effets aussi forts. Mais lui, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que c'est un showman. On a oublié ça. Et d'ailleurs, ça pourrait nous faire réfléchir sur des leaders plus récents. Mais c'est un showman, Hitler. C'est-à-dire qu'au début, surtout dans les années 25, 26, 27, quand ça va pas très bien dans le parti, il est moins doctrinal qu'en réalité critique, humoriste, imitateur. Il imite les voix des grands hommes de l'époque. Il fait des faux débats. Bref, c'est un provocateur qui fait un show sur scène et les gens repartent enthousiastes d'avoir vu le type qui parle bien, qui a des idées fortes, et donc il y a un mélange en fait entre le plaisir et la croyance. Alors, on connaît évidemment les liens très forts qui pouvaient exister entre Hitler et Göring, ce complexe et passionnant entre Hitler et Himmler, dont on a d'ailleurs eu l'occasion de parler, mais on a l'impression qu'avec Goebbels, c'est plus froid, si je puis dire, comme si c'était un mariage de raison, en quelque sorte. Ça dépend des moments, parce que il y a effectivement au début cette espèce de séduction qui marche dans le sens Hitler séduit Goebbels, mais Hitler, lui, s'en tient un petit peu à distance, pas forcément. Et puis, il faut pas oublier qu'ensuite, il y a le moment où Hitler va commencer à s'habituer à la présence de Goebbels. Ils vont passer, j'allais dire, un peu des vacances ensemble. C'est-à-dire que ce sera un habitué, vous l'avez dit, du Berghof, de la grande maison de Hitler à l'Obersalzberg, en montagne. On y passe l'été, on y passe parfois 3-4 mois. Ensuite, on se promène. Il y a beaucoup de voyages en commun. Mais il y a quand même un point sur lequel Hitler ne suit pas Goebbels et ne lui fait pas confiance. C'est sur la question des opérations militaires. Il se fait beaucoup plus confiance et il fait confiance à d'autres personnalités. Même Göring, à un moment donné, est un personnage important dans la réflexion stratégique, géopolitique, alors que Goebbels n'a pas cette chance. Ce qui fait qu'il essaie de compenser ça en faisant de la surenchère et de l'inflation, voilà, du point de vue de la propagande et du point de vue des mots d'ordre. C'est ce qui explique qu'en 1943, quand il lance le mot d'ordre de la guerre totale, eh bien, ça va avoir un impact extrêmement fort sur la population. Mais à ce moment-là, militairement, il n'a aucun poids. Avec l'utilisation aussi en 1943 d'une affaire comme le massacre de Katyn, par exemple, qui est totalement instrumentalisé. Oui, mais en même temps, c'est le paradoxe. C'est le paradoxe. Il dénonce un crime soviétique. C'est un crime soviétique, il faut le dire. Et le problème, c'est que précisément... C'est passionnant pour nous, parce que il a raison, en quelque sorte, et à la limite, on ne le croit pas parce qu'on est habitué à l'entendre dire n'importe quoi. Ouais, exactement, c'est ce que vous disiez tout à l'heure sur la construction de la légende, la construction des mythes. Il a tellement menti. Rendez-vous compte, les Allemands ne croient tellement pas dans les actualités filmées qu'ils ne veulent plus arriver au cinéma pour les voir, les actualités filmées. Et bien, donc lui, il va les obliger, en 1944, on ne pourra pas rentrer dans une salle de cinéma sans voir les actualités. C'est-à-dire que c'est la contrainte pour entendre le mensonge. Donc effectivement, Katyn, il a raison, mais il ment tellement qu'on va penser qu'ils ont tort. Un mot, Fabrice d'Almeida, sur la fin invraisemblable de Joseph et Magda Goebbels. On a vu ça dans le film La Chute, de Hirschbiegel notamment, bien sûr, mais c'est incroyable, cette espèce de suicide familial. En fait, oui, ça, il faut resituer ça dans ce contexte complètement de folie des derniers jours. C'est-à-dire qu'on est en avril, fin avril 1945, le front a craqué de partout. Il y a ces fameux slogans peints sur les murs par les hommes de la propagande de Joseph Goebbels. Berlin bleibt frei. Berlin est libre, mais non, Berlin n'est pas libre. Berlin va être conquise. Berlin est envahi par les soviétiques. Les dernières troupes se resserrent autour de 4 artères. Et à ce moment-là, dans le bunker où sont réunis quelques centaines de personnes, Goebbels et sa femme assassinent, il n'y a pas d'autre mot, leurs 6 enfants, dont les prénoms commençaient tous par un H comme Hitler, évidemment. On écoutait Éric Neveu, un extrait de la bande originale de la série Un village français, diffusée actuellement sur France 3. Et oui, et nous avons en ligne le producteur associé et co-créateur, l'auteur principal de cette série Un village français, qui remporte un si grand succès sur France 3 depuis maintenant pas mal de temps. C'est la 5e saison actuellement. La série est diffusée sur 6 semaines. Bonjour Frédéric Krivine. Bonjour. Vous avez une véritable responsabilité en tant qu'auteur de cette série majeure de la télévision publique.
Oh, vous savez, quand on s'adresse à des millions de gens, on a toujours une forme de responsabilité. Mais enfin là, il s'agit quand même avant tout de divertir le public, certes sur un sujet politiquement encore très chargé, mais c'est quand même un problème de fiction. Oui, c'est une fiction qui permet d'appréhender tous les aspects, enfin un certain nombre d'aspects très différents de l'occupation. C'est passionnant de ce point de vue. On y aborde évidemment la question de la propagande qui est au cœur de nos préoccupations d'aujourd'hui. Vous avez un conseiller historique pour tout cela, évidemment. Alors Jean-Pierre Azéma, qui est un des grands historiens de la période, a un rôle effectivement très très fort sur cette série, très important. Il était là en amont, disons, pour qu'on choisisse par exemple où ça se passait, et il est là à chaque stade, des premières ébauches d'histoire jusqu'aux versions dialoguées. Il n'écrit pas, mais il relit et il commente. Il donne son avis. Alors justement, cette année, on peut dire que la propagande fait directement partie des sujets centraux de la série, hein, on peut le dire. Oui, la propagande est vraiment, la propagande en tout cas, oui, la représentation, le spectacle de l'information est au centre, puisque le grand événement de la saison est une opération de propagande que des résistants ont fait dans la réalité à Oyonnax le 11 novembre 1943. C'est-à-dire, quand vous n'avez pas vraiment d'armes et que vous ne pouvez pas tirer sur l'ennemi, qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir de l'impact, pour faire passer ses idées? De la propagande, en l'occurrence, un défilé le 11 novembre, en dépit du bon sens, malgré l'occupation, sans armes, avec des armes factices. Et ce défilé du 11 novembre 1943 fait par les résistants, on en a parlé jusqu'à New York et jusqu'à Londres, dans les semaines qui ont suivi cette action. Donc cette action faite sans tirer un coup de feu, a eu effectivement une influence très importante sur comment les Américains et les Anglais considéraient la résistance. Il est intéressant de noter que le chef résistant, dans la réalité, qui a eu cette idée, Roman Petit, était un publicitaire. Donc pas par hasard qu'il a eu cette évidemment. Idée, et il a fait filmer, il a eu l'idée. Ça c'est incroyable, hein, mais oui, voilà. On peut trouver sur YouTube 1 minute 40, si je me souviens bien, du film du défilé du 11 novembre. Donc on a été très impressionnés par cette histoire, puisqu'on voulait raconter comment est-ce que les jeunes refusant le STO, pas encore politisés, quelle action ils pouvaient faire alors qu'ils n'avaient pas d'armes, rien à bouffer, pas d'organisation. On s'est appuyé sur ce fait-là pour raconter l'histoire de nos personnages. Eh oui, c'est l'année 1943, hein, donc cette 5e saison. Le tournant de 1943, des dizaines de milliers de jeunes de 20-22 ans, obligés de se déterminer alors qu'ils ne voulaient pas vraiment faire de la résistance, mais ils n'ont pas envie de partir en Allemagne. Alors une partie d'entre eux va se retrouver dans les maquis. C'est ça que ça raconte. Merci beaucoup Frédéric Krivine. Demain soir, il y aura un épisode d'Un village français sur France 3 à 20h35. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Et nous replongeons au cœur de l'histoire de Joseph Goebbels et de la propagande du Troisième Reich avec vous, Franck Ferrand, et votre invité, Fabrice Almeida, professeur à l'université Panthéon-Assas, auteur d'une histoire mondiale de la propagande de 1900 à nos jours aux éditions de La Martinière. Et Fabrice Almeida, que connaissent bien nos auditeurs et les téléspectateurs de la Case du siècle sur France 5, évidemment, le dimanche, le rendez-vous historique de France 5. Alors, Fabrice Almeida, on a parlé évidemment de Goebbels et du Troisième Reich. Quand on parle de propagande, on a envie de dire ça tombe sous le sens. Mais ça n'est pas du tout une exclusivité nazie, la propagande. Hein. C'est la première fois qu'on a un ministère de la propagande, mais d'abord ça avait commencé plus tôt, il faut le dire. Oui, et puis ça a commencé même très longtemps avant, puisqu'il y a eu des partis, des mouvements religieux qui ont fait de la propagande. Les laïcs, par exemple, on l'oublie, au milieu du 19e siècle, Jean Massé, la Ligue de l'enseignement, font de la propagande pour l'éducation. C'est comme ça qu'ils parlent de cela. Et puis, il y a ce moment curieux autour de la Première Guerre mondiale, où les États s'emparent de cette idée, s'emparent de ces outils et en font une espèce d'instrument, alors de mobilisation, et puis, dans le cas soviétique, de manipulation, éducation. Parce que ça va être ça, la clé, c'est que les régimes totalitaires, soviétiques, nazis, vont utiliser la propagande dans un sens presque perverti par rapport à ce qu'elle était auparavant. Auparavant, il y avait l'idée que la propagande devait servir, au fond, des idées supérieures, alors religieuses ou politiques. Et là, ils vont se dire, au fond, l'outil nous permet même de mentir et de convaincre non seulement le peuple de mensonges, mais même nos propres propagandistes. Et c'est ça qui est extraordinaire dans cette histoire. Mais justement, vous avez construit votre livre autour d'un certain nombre de thèmes, mobiliser, convaincre, séduire, persuader, communiquer, manipuler. On pourrait ajouter avec manipuler, mentir précisément, puisque c'est ce dont on a quand même largement l'impression. Le mensonge est omniprésent. Alors il y a du mensonge, et puis il y a aussi ce qu'on évoquait tout à l'heure avec Katine, des demi-vérités.
C'est-à-dire qu'on veut bien reconnaître. Vérité arrangée. Voilà, exactement. Oui. On peut à chaque fois, comme ça, masquer. Et ce qu'il y a de très fascinant avec les États totalitaires, c'est qu'ils se sont tellement emparés de cet outil-là qu'il a fallu, quelque part après la Deuxième Guerre mondiale, dans les années 50-60, inventer presque un pieux mensonge, un mythe, qui est celui de la communication. C'est-à-dire essayer de relégitimer le fait que le gouvernement parle à une population, informe une population, avec cette idée qu'au fond, il allait chercher ce dont la population avait besoin, par l'intermédiaire des sondages, par l'intermédiaire d'un certain nombre de procédures, de questionnements. Et c'est très intéressant donc de voir que les totalitaires ont réussi à envahir tellement fort l'idée propagandiste qu'elle en a été discréditée. On se demande, mais pourquoi faire ce livre sur la propagande aux éditions de La Martinière? Et bien parce que c'est très beau, si je puis dire. Hein. C'est-à-dire que c'est un album qui est très richement illustré, avec des affiches, avec des photos, avec des extraits de films, enfin des choses qui sont tout simplement hyper spectaculaires. C'est passionnant. On a l'impression d'une sorte de grande symphonie visuelle, comme ça. C'est splendide à voir. Ça fait presque peur d'ailleurs, parce qu'on se rend compte que l'image, autant et même davantage que les mots, est mobilisée dans cette affaire. L'image est extrêmement mobilisée. Les arts, vous avez raison de le dire, Franck, les arts ont cheminé avec la propagande. C'est-à-dire qu'on a mobilisé, faut se souvenir, les noms. Picasso, par exemple, fait de la propagande pour le parti communiste. De l'autre côté, Leni Riefenstahl, grande cinéaste qui va faire 2 films qui vont être un énorme succès, Triomphe des Villains, oui. Et puis évidemment, Les Dieux du Stade, où là on va se retrouver avec un film qui est un succès, il faut bien le rappeler, en 1938, succès mondial de ce film sur les Jeux Olympiques. On fait la queue dans les cinémas à Paris pour aller le voir. Donc c'est dire, alors en même temps on veut voir le sport, mais on s'imprègne d'une esthétique, cette esthétique néoclassique un peu démesurée, de ce colossal. Alors vous nous avez dit que on a essayé de redorer le blason des communicants en rebaptisant la propagande communication dans l'après-guerre, mais comment faire la différence? Parce que à la limite, lorsqu'on a affaire à de grandes affiches, soit du parti nazi, soit du parti communiste soviétique, bon, on voit bien qu'on est en face d'un style. Bon, là, c'est de la propagande évidente en quelque sorte. Mais il y a des propagandes beaucoup plus insidieuses aussi. C'est complexe de distinguer. À quoi a-t-on affaire? À de la communication, à de la propagande? Le sentiment que j'ai, c'est qu'on est en régime de propagande à partir du moment où il y a une telle asymétrie dans l'information que le peuple, l'électeur, le citoyen, le consommateur, ne peut absolument pas savoir ce qui se déroule sous ses yeux. Le cas typique pour moi, c'est l'invasion de l'Irak. En 2003, il y a cette idée des armes de destruction massive qui est mise en avant par le gouvernement américain. Ce qu'on ignore, c'est qu'à l'époque, il y a au sein du Pentagone, organisé par Donald Rumsfeld, une cellule spéciale Irak qui donne des informations à la presse. Et c'est elle qui va informer le New York Times et le Washington Post en disant il y a des armes de destruction massive en Irak, petite fuite organisée. Les 2 journaux publient l'information et résultat, c'est repris ensuite par Dick Cheney, le vice-président, qui dit quoi? Qui dit vous voyez qu'il y a des armes de destruction massive en Irak, puisque la presse le dit. Et donc, on a ce système-là qui est un pur montage. On aurait pu voir ça dans les années 30. C'est d'ailleurs à peu près le même type de prétexte qu'Hitler va utiliser pour envahir la Pologne. Alors, ce qu'il faut bien souligner, c'est la mise en cohérence de moyens très différents pour aboutir à un même but. Le but étant de convaincre, de persuader, de modifier le comportement ou les idées du public. Enfin, du public. Voilà. Oui, si tant est d'ailleurs qu'on puisse parler d'opinion, puisque l'opinion suppose qu'il y ait quelque chose d'actif. Là, c'est plutôt le point de vue du public. On fabrique l'opinion. On fabrique une opinion. Mais on n'utilise pas seulement l'affiche ou le discours ou le rassemblement, on met tout en cohérence. C'est ça qui est intéressant. Alors ça, c'est ça qui est fondamental et c'est ce qui fait que les propagandes qui fonctionnent le mieux sont effectivement en situation de monopole. C'est pour ça que les États totalitaires, c'est paru vraiment le modèle absolu, puisqu'il y avait à la fois l'obligation de subir, rappelez-vous ce que j'ai dit pour Goebbels en 1944, on est obligé de voir les actualités filmées. On peut pas y échapper. On distribue des postes à très très bas prix pour la radio pour être sûr que tout le monde entende les discours de Hitler. Eh bien, donc là, on est vraiment en situation de monopole. Dans des pays comme les nôtres, il y a une situation de concurrence. Donc c'est ce qui permet au fond aux propagandes d'avoir un impact un peu plus limité parce que
face à un mensonge, face à une fausse information, eh bien, au bout d'un moment, il va y avoir d'autres acteurs, des ONG, des journalistes, qui vont faire sortir d'autres éléments d'information qui vont permettre d'éviter que la manipulation soit trop durable. Mais puisque vous parlez de cette utilisation du commerce à des fins de vecteurs de propagande, avec ces postes de radio à bas prix que faisait vendre le régime nazi, on peut dire que ce sont des méthodes qui sont réutilisées actuellement encore par un certain nombre de grands groupes industriels. Ouais, c'est même exactement, c'est un débat, vendre le support pour pouvoir faire passer le contenu. C'est-à-dire qu'on vend le support vraiment pas cher pour ensuite vendre beaucoup de disques, de DVD ou que sais-je. Exactement, et c'est c'est ce qui fait que l'idée de propagande aujourd'hui n'est plus seulement à concevoir dans le monde politique, elle est aussi à penser dans une certaine manière de diffuser des éléments publicitaires. Vous savez, un des meilleurs publicitaires des années 60, c'est un monsieur qui s'appelait Ernst Dichter. C'est celui qui a inventé ce slogan fameux « Mettez un tigre dans votre moteur ». Et donc lui, il avait une vision comme quoi il y avait des besoins primaires de l'humanité, des besoins secondaires, des besoins tertiaires. Les besoins primaires, je vous le dis tout de suite, c'est de quoi se nourrir et de quoi se reproduire. Donc vous me voyez venir, il définit l'appétence sexuelle et l'appétence gastronomique pratiquement. Et c'est pour ça qu'il fait des publicités sur lesquelles on va mettre de jolies femmes à côté des voitures, parce qu'il pense stimuler notre excitation sexuelle et nous pousser à acheter des véhicules. Si je mentionne ça, c'est parce que eux ont le sentiment qu'on peut jouer avec des mécanismes psychiques et que ainsi on peut obtenir l'achat. Mais oui, mais c'est fondamental parce que ça veut dire que la propagande ne passe pas forcément par l'écrit, par l'affichage, par le cinéma. Elle peut aussi passer par simplement par l'événement. Le terrorisme, par exemple, va marquer l'opinion publique bien plus efficacement que toutes les campagnes publicitaires du monde. Exactement. Et c'est très ancien, cette idée du terrorisme comme acte de propagande. Au 19e siècle, déjà, des gens comme Andrea Costa, c'est un anarchiste italien, disent quoi? Ils disent l'acte de terreur, l'acte de violence, mais c'est de la propagande par le fait. C'est son expression. Et vous voyez qu'on y est revenu aujourd'hui et depuis 2001. Et j'ai l'impression que c'est pour ça que ce concept de propagande, ce mot de propagande, il est très utile aujourd'hui pour rediscuter de questions concrètes, c'est-à-dire des manières d'influencer très largement un public. Une histoire, je cherchais le titre, une histoire, c'est écrit à la verticale, une histoire mondiale de la propagande de 1900 à nos jours. C'est donc un très bel album de Fabrice d'Almeida aux éditions de La Martinière. L'impact visuel est très fort. On pourrait presque dire que vous êtes assez bon, vous, en matière de propagande, Fabrice d'Almeida. Il faudrait que j'arrive à rentrer dans les cerveaux des auditeurs d'Europe 1. Je suis sûr que d'une certaine façon, c'est un peu ce qui vient de se passer pendant le cours de cette émission. Merci beaucoup. Merci. Disons bien, et c'est très important, que votre livre ne parle pas seulement des propagandes nazies et soviétiques, mais de toutes les formes de propagande jusqu'à une époque très récente. Alors après, ce qu'on classe dans le registre de la propagande et ce qui appartient plutôt à la communication, j'ai envie de dire, ça relève de la conscience de chacun d'une certaine façon. Oui, et peut-être aussi, pas seulement de la conscience, mais aussi il y a des différences selon les pays, parce que précisément comme c'est une histoire mondiale, il ne faut pas oublier qu'il y a encore aujourd'hui des pays qui ne sont pas des démocraties. Pensez à la Chine, pensez à l'Iran, et vous comprenez que ce mot de propagande a toute son actualité. Et puis je voulais citer la biographie de Goebbels par Peter Longerich, qui est éditée chez Héloïse d'Ormesson et qui nous a largement servi pour préparer cette émission. Merci beaucoup Fabrice d'Almeida. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et vous répondez, Franck, cet après-midi à la question de Stéphanie qui nous l'a envoyée par mail sur europe1.fr. Je la cite, pouvez-vous expliquer pourquoi nous ne disons plus 90 ou encore 70 ? Eh bien oui, et c'est passionnant cette histoire, figurez-vous, parce que ça a l'air d'être une petite anecdote, c'est beaucoup plus important que ça. Il faut bien comprendre qu'on a un système décimal en France, et on compte d'ailleurs dans beaucoup de civilisations sur les 10 doigts de la main, tout simplement, donc ça crée des bases 10. Il faut savoir que les Celtes et nos chers Gaulois comptaient en base 20, et ils ajoutaient, si je puis dire, les 10 orteils des pieds, c'est ce qu'on appelle le système vicésimal ou vigésimal. Donc on compte en 20, 40, 40 on dit 2 20, 63 20, 80 c'est 80. Justement, vous voyez, ça vient globalement, ça vient de là. Et pendant longtemps, dans l'ancienne France, on a conservé cette vieille habitude celte de compter comme ça de 20 en 20. Le terme même 80 s'explique par cette influence, en quelque sorte. Alors à la fin du Moyen-Âge, évidemment, des formes concurrentes
hérités du latin vont apparaître, 30, 40, 50, etc. Donc ça, on a envie de dire, c'est la Renaissance, c'est le retour aux formes classiques d'expression. Sauf que quand on arrive dans les grandes sommes, pour que l'esprit peut-être visualise mieux, on va maintenir une sorte d'ambiguïté entre le système en base 10 et le système en base 20. Alors au XVIIe siècle, vous savez que la langue s'épure, évidemment, Vaugelas, Ménage, l'Académie, tout ça, on va essayer d'entrer dans une sorte de logique, d'où les termes de 70, 80, 90 qu'on voit encore en Belgique ou au Canada aujourd'hui. Mais on n'a jamais finalement mis un terme à l'habitude de compter à la celte, si je puis dire. Et vous savez qu'effectivement, on a tendance à dire, c'est pas on a tendance, mais en France, on dit 80. Et puis alors, on ajoute après, de 60, on va à 70, 11, 12, et puis 80, 91, 12, 13, etc. Ce sont des habitudes et parfois, et c'est le cas ici, l'usage a primé sur la règle. Bonjour Elena Morna. Bonjour Franck, bonjour à tous. Aujourd'hui avec les experts européens, nous allons parler d'une année de transition très importante. Et je vous conseille d'être attentif, vous aussi Franck. Nous allons parler de la première année de retraite. Une année qui se prépare, parfois longtemps à l'avance. Pourquoi ? Pour donner un élan à cette deuxième vie que vous préparez à avoir, Franck. On n'y est pas encore tout à fait. Merci beaucoup Elena et nous nous retrouvons demain Céline. À demain Franck. Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. De l'histoire, 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 de l'histoire.